La scène politique américaine traverse une phase de tension rarement observée depuis plusieurs décennies, non pas en raison d'un affrontement classique entre républicains et démocrates, mais à cause d'un conflit plus profond, plus structurel, qui oppose le pouvoir exécutif à ses propres limites institutionnelles. Ce qui se déroule actuellement à Washington dépasse le cadre d'une querelle partisane ou d'un simple désaccord stratégique. Il s'agit d'une remise en question fondamentale de la manière dont le pouvoir est exercé, contrôlé et contenu au sein de la première puissance mondiale. Au cœur de cette crise se trouve la question des pouvoirs présidentiels, en particulier ceux liés à l'usage de la force militaire et aux déclarations d'état d'urgence. Historiquement, la Constitution américaine a été conçue pour éviter la concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un seul homme. Les pères fondateurs, marqués par leur rejet de l'autoritarisme monarchique, ont volontairement réparti les compétences entre les différentes branches de l'État. Le Congrès devait conserver le contrôle ultime sur la guerre, tandis que le président assumait le rôle de commandant en chef dans un cadre strictement encadré par la loi. Or, au fil des décennies, et surtout depuis la guerre froide, cette frontière s'est progressivement estompée. Les présidents successifs ont élargi leur marge de manœuvre en invoquant l'urgence, la sécurité nationale ou la nécessité d'une réaction rapide face à des menaces extérieures. Ce glissement, souvent toléré par un Congrès réticent à assumer les coûts politiques de la confrontation, a créé un précédent dangereux. Aujourd'hui, ce précédent atteint un point de rupture. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement singulière, c'est le fait que la contestation ne provient plus uniquement de l'opposition démocrate, mais d'une frange du parti républicain lui-même. Des sénateurs républicains, habituellement alignés sur la présidence lorsqu'elle est issue de leur camp, ont commencé à exprimer une inquiétude ouverte face à ce qu'ils perçoivent comme une dérive du pouvoir exécutif. Cette inquiétude ne porte pas tant sur une décision isolée que sur une accumulation de signaux, de déclarations et d'actes qui, mis bout à bout, dessinent une conception du pouvoir de plus en plus personnalisée. Le débat autour du War Powers Act illustre parfaitement cette fracture. Cette loi, adoptée après la guerre du Vietnam, avait pour objectif explicite d'empêcher un président d'engager durablement les forces armées sans l'accord du Congrès. Pendant longtemps, elle a été contournée, interprétée de manière souple, parfois ignorée. Mais aujourd'hui, elle redevient un outil central du rapport de force institutionnel. Lorsque des élus républicains choisissent de soutenir une résolution visant à restreindre l'autorité militaire du président, le message est clair. Il ne s'agit plus de loyauté partisane, mais de survie institutionnelle. Cette réaction est amplifiée par la nature même du discours présidentiel sur la scène internationale. Les propos évoquant la possibilité d'un recours à la force contre des territoires appartenant à des alliés traditionnels ont provoqué un choc profond au sein de l'establishment politique américain. Dans le système d'alliances qui structure l'ordre international depuis la Seconde Guerre mondiale, la crédibilité des engagements est un pilier fondamental. Menacé, même verbalement, un allié revient à fragiliser l'ensemble de l'architecture sécuritaire occidentale. Pour de nombreux parlementaires, cette rhétorique ne peut être réduite à une simple provocation ou à une stratégie de communication. Les mots d'un président américain ont un poids stratégique réel. Ils influencent les calculs des alliés, des adversaires, mais aussi des acteurs économiques et militaires. Lorsqu'un chef d'État traite la force militaire comme un levier de négociation comparable à une transaction commerciale, il brouille dangereusement la frontière entre diplomatie et coercition. C'est dans ce contexte que la réaction interne au Parti républicain prend tout son sens. Les sénateurs qui s'opposent à l'expansion des pouvoirs présidentiels ne le font pas par hostilité personnelle, ni par adhésion soudaine aux thèses de l'opposition. Ils agissent par crainte des conséquences à long terme. Car une fois qu'un précédent est établi, il ne disparaît pas avec un mandat. Il devient un outil disponible pour tous les successeurs, quelle que soit leur orientation politique ou leur tempérament. Cette prise de conscience marque un tournant. Elle suggère que la crise actuelle n'est pas seulement celle d'un président ou d'une administration, mais celle d'un système arrivé à la limite de son élasticité. La question qui se pose désormais n'est plus de savoir qui gagnera le prochain affrontement politique, mais si les institutions américaines sont encore capables d'imposer des limites effectives à un pouvoir exécutif qui tend à se considérer comme souverain. Cette dynamique institutionnelle devient encore plus préoccupante lorsqu'elle est associée à l'usage répété et extensif des déclarations d'état d'urgence. Dans le droit américain, l'état d'urgence n'est pas un outil anodin. Il a été conçu pour répondre à des situations exceptionnelles, imprévisibles et immédiatement dangereuses. Catastrophes naturelles, attaques majeures, effondrement soudain de la sécurité nationale. Son objectif est de permettre une réaction rapide lorsque les procédures ordinaires sont trop lentes. Mais lorsque l'exception devient la norme, le mécanisme perd sa légitimité et se transforme en instrument de pouvoir. C'est précisément ce que de nombreux élus observent aujourd'hui avec inquiétude. Chaque nouvelle déclaration d'urgence repousse un peu plus les frontières du contrôle parlementaire. Elle permet de rediriger des fonds, de contourner des votes, d'accélérer des décisions qui, en temps normal, nécessiteraient débat, compromis et transparence. À court terme, cela renforce l'autorité présidentielle. À long terme, cela affaiblit la démocratie représentative en vidant le Congrès de sa fonction essentielle. Dans le cas présent, les urgences invoquées sont souvent liées à des enjeux géopolitiques ou économiques complexes, comme l'accès aux ressources énergétiques ou la stabilisation de régions stratégiques. Pourtant, lorsque l'on examine ces décisions de plus près, une contradiction apparaît.
Les bénéfices concrets pour la population américaine sont lointains, incertains, parfois hypothétiques, tandis que la concentration du pouvoir exécutif, elle, est immédiate et tangible. Cette asymétrie alimente le soupçon que l'urgence sert moins à résoudre une crise réelle qu'à éviter un examen approfondi. Les sénateurs les plus expérimentés le savent. Ils ont vu comment, au fil des administrations, les pouvoirs d'exception ont été utilisés pour déplacer progressivement le centre de gravité politique vers la Maison-Blanche. Ce déplacement n'est pas spectaculaire. Il ne se produit pas en un seul acte. Il avance par petites touches, par justifications successives, par des précédents qui semblent mineurs isolément mais deviennent décisifs lorsqu'ils s'accumulent. C'est ce processus que certains républicains cherchent aujourd'hui à freiner. Cette inquiétude est renforcée par la réaction présidentielle face à toute forme de résistance. Au lieu d'ouvrir un dialogue institutionnel ou de chercher un compromis, la réponse privilégiée est souvent la confrontation personnelle. Les critiques sont interprétées comme des trahisons, les limites légales comme des attaques, et l'indépendance des élus comme une hostilité délibérée. Cette personnalisation du pouvoir est l'un des signaux les plus alarmants pour un système fondé sur la séparation des responsabilités. Dans une démocratie fonctionnelle, le désaccord n'est pas une anomalie. Il est le cœur même du processus politique. Le fait qu'un président puisse être contredit par le Congrès n'est pas un signe de faiblesse, mais de solidité institutionnelle. Or, lorsque cette contradiction est vécue comme une offense personnelle, le risque est grand de glisser vers une logique où la loyauté prime sur la loi, et où l'obéissance devient plus importante que le serment constitutionnel. Sur le plan international, cette évolution est observée avec une attention croissante. Les alliés traditionnels des États-Unis, en Europe comme ailleurs, fondent leur stratégie de sécurité sur la prévisibilité américaine. Ils ont besoin de savoir que les engagements pris aujourd'hui seront respectés demain, indépendamment des humeurs politiques ou des intérêts à court terme. Lorsque le pouvoir exécutif américain donne l'impression de pouvoir changer de cap brutalement, voire de menacer ses propres partenaires, cette confiance s'érode. Cette érosion ne se traduit pas immédiatement par des ruptures spectaculaires. Elle agit de manière plus subtile. Les partenaires diversifient leurs alliances, renforcent leur autonomie stratégique, réduisent leur dépendance à Washington. Les adversaires, eux, testent les limites, exploitent les ambiguïtés, cherchent à tirer avantage des divisions internes. Dans ce contexte, chaque déclaration présidentielle, chaque usage contesté du pouvoir, a un impact bien au-delà du débat politique intérieur. C'est pourquoi la fronde républicaine actuelle ne peut être comprise uniquement comme un épisode de tension interne. Elle s'inscrit dans une prise de conscience plus large des coûts géopolitiques de l'imprévisibilité. Pour certains élus conservateurs, soutenir sans réserve l'expansion du pouvoir présidentiel revient à affaiblir à terme la position internationale des États-Unis, en sapant la confiance qui constitue leur principal atout stratégique. Ainsi, derrière les débats juridiques et les affrontements verbaux, une question fondamentale se dessine. Jusqu'où un système démocratique peut-il tolérer la concentration du pouvoir sans perdre sa nature même? Les réponses apportées aujourd'hui façonneront non seulement l'équilibre institutionnel américain, mais aussi la perception mondiale de ce que signifie réellement l'état de droit dans la première puissance du XXI siècle. À mesure que cette confrontation institutionnelle s'intensifie, un autre front, plus discret mais potentiellement plus décisif, s'ouvre en parallèle. Il ne se joue pas dans les déclarations publiques ni dans les échanges enflammés, mais dans les mécanismes lents et souvent invisibles du contrôle parlementaire. Demande de documents, respect des délais légaux, intervention des inspecteurs généraux, vérification administrative. Ces procédures peuvent sembler techniques, presque ennuyeuses, mais elles constituent l'ossature réelle de la responsabilité démocratique. C'est précisément ce type de contrôle que l'exécutif redoute le plus. Les discours politiques peuvent être contournés, les polémiques médiatiques s'éteignent rapidement, mais les traces écrites, elles, persistent. Les documents officiels, les chaînes de décision, les rapports internes créent une mémoire institutionnelle qui ne disparaît pas avec un cycle médiatique. Une fois enclenchée, cette mécanique devient difficile à arrêter sans exposer davantage les failles qu'elle cherche à dissimuler. Pour certains sénateurs, notamment ceux qui ont une longue expérience des commissions et des rouages administratifs, cette phase est cruciale. Elle marque le passage d'un conflit symbolique à un affrontement structurel. Lorsque le Congrès commence à poser des questions précises sur les délais non respectés, les engagements non tenus ou les procédures accélérées sans justification claire, il ne s'agit plus d'opinion, mais de gouvernance. Et la gouvernance, contrairement à la rhétorique, laisse des preuves. Cette pression silencieuse a un effet cumulatif. Elle oblige l'administration à choisir entre deux options. Coopérer et accepter un certain degré de transparence, au risque de révéler des incohérences, ou résister et apparaître comme hostile aux mécanismes de contrôle prévus par la loi. Dans les deux cas, le capital de crédibilité est entamé. Une administration qui promet la transparence mais tarde à livrer les éléments annoncés affaiblit sa propre parole, et avec elle la confiance des institutions et du public. Dans ce contexte, la réaction présidentielle face à l'oversight prend une dimension révélatrice. Chaque demande est perçue comme une attaque, chaque enquête comme une tentative de sabotage. Cette vision conflictuelle du contrôle institutionnel transforme un outil démocratique en champ de bataille politique. Or,
Lorsqu'un exécutif considère le contrôle comme une menace existentielle, cela signifie que la frontière entre l'intérêt de l'État et celui du dirigeant devient floue. Les républicains engagés dans cette démarche de contrôle en sont conscients. Ils savent que leur position est fragile, qu'elle les expose à des représailles politiques, à des pressions internes, voire à des contestations électorales. Pourtant, ils avancent, non par idéalisme abstrait, mais par calcul institutionnel. Ils comprennent que céder aujourd'hui revient à affaiblir durablement le rôle du Sénat, y compris lorsque le pouvoir changera demain. Cette perspective est essentielle pour saisir la logique de leur action. Il ne s'agit pas de freiner un président en particulier, mais d'empêcher la transformation progressive de la fonction présidentielle elle-même. Une fois que l'idée s'impose qu'un président peut ignorer les contraintes, déclarer des urgences à sa convenance et traiter la supervision comme une hostilité, la tentation sera forte pour ses successeurs d'en faire autant, voire davantage. Sur le plan international, cette dynamique interne ne passe pas inaperçue. Les partenaires des États-Unis observent non seulement les décisions prises, mais aussi les mécanismes qui les encadrent. Un pays dont les institutions se contrôlent mutuellement inspire une confiance différente de celui où le pouvoir exécutif agit sans contrepoids visible. La solidité d'un État ne se mesure pas seulement à sa force militaire, mais à la prévisibilité et à la stabilité de ses processus décisionnels. Ainsi, le débat américain sur les pouvoirs présidentiels résonne bien au-delà de ses frontières. Il influence la manière dont les alliances sont perçues, dont les engagements sont évalués, et dont les risques sont calculés. Lorsque le monde doute de la capacité d'un système à se réguler lui-même, il commence à anticiper l'instabilité, à ajuster ses stratégies, parfois à se préparer au pire. Ce climat d'incertitude alimente un cercle vicieux. Plus la confiance s'érode, plus les dirigeants sont tentés de gouverner par l'urgence et la démonstration de force, ce qui accentue encore la méfiance. Briser ce cycle nécessite une réaffirmation claire des règles, des limites et des responsabilités. C'est précisément ce que certains membres du Congrès tentent de faire, souvent loin des caméras, dans l'arène moins visible mais plus décisive du droit et des procédures. À ce stade, l'issue reste incertaine. Les institutions américaines ont montré par le passé une capacité remarquable à absorber les chocs, mais elles ont également prouvé qu'elles pouvaient s'éroder lentement sous la pression de l'habitude et de la complaisance. La question n'est donc pas de savoir si le système peut résister en théorie, mais s'il le fera en pratique, face à une concentration du pouvoir qui se présente comme inévitable et nécessaire. À ce stade de la crise, la question centrale n'est plus seulement de savoir si le Congrès parviendra à limiter l'action du président en exercice, mais si le système politique américain est encore capable de se projeter au-delà de l'instant présent. Car ce qui se joue ici dépasse largement un affrontement ponctuel entre institutions. Il s'agit d'un débat sur l'avenir même des normes constitutionnelles et sur la manière dont le pouvoir sera exercé par les dirigeants à venir. L'un des points les plus sensibles pour les élus républicains engagés dans cette confrontation concerne précisément la notion de précédent. Dans l'histoire politique américaine, les usages créent souvent plus de contraintes que les textes mêmes. Lorsqu'un comportement est toléré une fois, il devient acceptable. Lorsqu'il est répété, il devient normal. Et lorsqu'il est normalisé, il se transforme en droit implicite. Cette mécanique est bien connue à Washington, et c'est elle qui alimente aujourd'hui les craintes les plus profondes. Autoriser un président à contourner le Congrès par des déclarations d'urgence successives, c'est offrir à tous ses successeurs un modèle prêt à l'emploi. Permettre qu'un chef de l'exécutif menace l'usage de la force sans validation parlementaire, c'est banaliser l'idée que la guerre peut devenir un instrument personnel. Accepter que le contrôle institutionnel soit assimilé à une hostilité politique, c'est affaiblir durablement le principe même de responsabilité démocratique. Une fois ces lignes franchies, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. C'est cette projection dans le futur qui explique la gravité du moment. Les sénateurs les plus prudents ne raisonnent pas uniquement en termes de cycles électoraux ou d'avantages immédiats. Ils envisagent un scénario dans lequel le pouvoir présidentiel, libéré de ses contraintes traditionnelles, pourrait un jour être exercé par un dirigeant encore plus radical, plus imprévisible ou plus autoritaire. Dans ce cas, les outils créés aujourd'hui pour servir une cause deviendraient demain des armes contre ceux qui les ont laissés exister. Sur le plan géopolitique, cette inquiétude institutionnelle se traduit par une fragilisation de l'ordre international. Les alliés des États-Unis ont bâti leur stratégie de défense et de coopération sur l'hypothèse d'un État américain relativement stable dans son fonctionnement interne. Lorsque cette stabilité est remise en question, les calculs changent. Les partenaires commencent à envisager des scénarios alternatifs, à renforcer leurs capacités autonomes, à réduire leur exposition aux décisions unilatérales de Washington. Cette évolution n'est pas brutale, mais cumulative. Elle se manifeste par des ajustements discrets, des coopérations parallèles, une diversification des alliances. À long terme, elle peut conduire à un affaiblissement progressif de l'influence américaine, non pas par un effondrement spectaculaire, mais par une perte de centralité. Dans un monde multipolaire, la crédibilité institutionnelle devient un facteur de puissance aussi important que la force militaire ou économique. À l'intérieur des États-Unis, les conséquences sont tout aussi concrètes. L'imprévisibilité du pouvoir affecte les marchés, les investissements, la planification à long terme. Les entreprises hésitent, les acteurs économiques attendent, les citoyens ressentent une forme d'insécurité diffuse.
Lorsque les règles semblent flexibles et les décisions dépendantes d'un rapport de force personnel, la confiance collective s'érode. Et sans confiance, aucune société ne peut fonctionner de manière durable. C'est pourquoi la contestation actuelle, aussi limitée soit-elle, revêt une importance disproportionnée. Elle représente l'un des derniers remparts visibles contre une transformation silencieuse du régime. Elle montre que, malgré les pressions, certains acteurs sont encore prêts à assumer le coût politique du refus. Non pas par héroïsme, mais par attachement à une idée précise de la fonction publique et de l'état de droit. Rien ne garantit que cette résistance suffira. L'histoire regorge d'exemples de systèmes démocratiques qui ont plié lentement, sans choc brutal, jusqu'à perdre leur substance. Mais l'histoire montre aussi que des inflexions sont possibles lorsque des institutions décident, même tardivement, de réaffirmer leurs prérogatives. Le moment actuel appartient à cette zone d'incertitude où plusieurs trajectoires restent ouvertes. Ce qui déterminera l'issue ne sera pas un événement unique, mais une série de décisions apparemment mineures. Un vote maintenu ou abandonné, une enquête poursuivie ou enterrée, une pression acceptée ou rejetée. C'est dans cette accumulation de choix que se joue la capacité du système américain à se réguler lui-même. Et c'est cette capacité, bien plus que le sort d'un homme ou d'un mandat, qui déterminera la place des États-Unis dans le monde des décennies à venir. À mesure que cette séquence politique se prolonge, un élément devient de plus en plus évident pour les observateurs attentifs. La crise actuelle agit comme un révélateur. Elle met en lumière des fragilités qui existaient déjà, mais qui restaient dissimulées derrière l'inertie institutionnelle et la routine politique. Le conflit autour des pouvoirs présidentiels ne crée pas ces failles, il les expose, et ce faisant, oblige le système à se confronter à ses propres contradictions. Depuis plusieurs décennies, le Congrès américain a progressivement renoncé à certaines de ses prérogatives, non par contrainte directe, mais par calcul politique. Déléguer au président permettait d'éviter des choix impopulaires, de partager la responsabilité, voire de s'abriter derrière l'exécutif en cas d'échec. Cette délégation tacite a fonctionné tant que les présidents respectaient, au moins implicitement, les normes non écrites qui encadraient l'exercice du pouvoir. Lorsque ces normes sont contestées ou ignorées, le vide laissé par le Congrès devient soudainement dangereux. C'est précisément ce retour de bâton que les élus tentent désormais de gérer. Reprendre le contrôle après l'avoir abandonné est toujours plus difficile que de le conserver. Chaque tentative de réaffirmation apparaît comme une provocation, chaque rappel à la loi comme une entrave. Pourtant, sans ce sursaut, l'équilibre constitutionnel risque de devenir purement théorique, réduit à un ensemble de textes sans force contraignante réelle. Cette situation place les parlementaires face à un dilemme stratégique. S'opposer frontalement au président comporte des risques politiques immédiats, mais se taire comporte des risques institutionnels durables. Beaucoup comprennent désormais que l'inaction d'aujourd'hui pourrait se payer très cher demain. Un Congrès affaibli face à un exécutif hypertrophié n'est plus un contre-pouvoir, mais un simple spectateur du pouvoir. Dans cette optique, la notion même de loyauté politique est en train d'être redéfinie. Être loyal à un parti ou à un dirigeant n'a de sens que si cette loyauté ne se fait pas au détriment de la Constitution. Pour certains républicains, rester fidèles à leurs électeurs et à leurs serments implique paradoxalement de s'opposer à un président issu de leur propre camp. Ce renversement moral et politique est l'un des aspects les plus significatifs de la période actuelle. Au niveau international, cette introspection américaine est suivie avec un mélange d'inquiétude et d'attente. Inquiétude, car l'instabilité institutionnelle d'une superpuissance a des répercussions globales. Attente, car la manière dont les États-Unis résoudront cette crise servira de référence, voire de leçon, pour d'autres démocraties confrontées à des tentations similaires de concentration du pouvoir. Le monde observe non seulement ce que Washington décide, mais comment il le décide. Dans un environnement géopolitique marqué par la montée des régimes autoritaires et la remise en cause des normes libérales, la capacité des États-Unis à maintenir un système de freins et contrepoids crédible revêt une importance symbolique considérable. Si le modèle américain apparaît incapable de se défendre lui-même, l'argument en faveur de la démocratie constitutionnelle perd de sa force à l'échelle mondiale. À l'intérieur du pays, les effets sont plus diffus mais tout aussi profonds. Une société habituée à des règles relativement stables commence à douter de leur permanence. Lorsque le pouvoir semble dépendre davantage de la volonté individuelle que de procédures établies, le sentiment de sécurité civique s'érode. Cette érosion ne se manifeste pas nécessairement par des crises immédiates, mais par une fatigue démocratique, un désengagement progressif et une polarisation accrue. C'est dans ce climat que se joue l'enjeu fondamental de la période actuelle. La question n'est pas seulement de savoir si une résolution sera adoptée ou si une enquête aboutira, mais si les acteurs politiques sont encore disposés à défendre des règles qui limitent leur propre pouvoir à court terme pour préserver le système à long terme. Cette disposition est le véritable test de maturité institutionnelle. À ce stade, aucune issue n'est écrite. Le système américain a démontré par le passé une résilience remarquable, mais cette résilience dépend toujours des choix humains qui l'animent. Les lois ne se défendent pas seules. Les institutions ne fonctionnent que si des individus acceptent de leur donner vie, parfois au prix de leur confort politique. C'est cette vérité simple, mais exigeante, qui se trouve aujourd'hui au cœur de la crise. À mesure que cette crise s'inscrit dans la durée, une dimension souvent sous-estimée commence à s'imposer avec davantage de clarté, celle du temps.
En politique comme en géopolitique, le temps est un facteur déterminant. Les décisions prises dans l'urgence produisent des effets immédiats, mais ce sont leurs conséquences différées qui façonnent réellement les équilibres. Or, ce que révèle la situation actuelle, c'est une tension permanente entre le court terme politique et le long terme institutionnel. Pour l'exécutif, l'incitation est claire. Gouverner par l'urgence permet d'imposer un rythme, de saturer l'espace médiatique, de placer les autres acteurs en position réactive. Dans ce schéma, chaque nouvelle crise chasse la précédente, empêchant l'installation d'un débat approfondi. Le pouvoir se nourrit de la vitesse, de la surprise et de la pression. Mais cette logique est profondément incompatible avec le fonctionnement normal d'un État de droit, qui repose sur la délibération, la vérification et la continuité. Le Congrès, de son côté, fonctionne sur un tempo radicalement différent. Les procédures sont lentes, parfois frustrantes, souvent invisibles pour le grand public. Elles exigent de la patience, de la persévérance et une certaine discipline collective. Dans un environnement politique dominé par l'instantanéité, ce décalage devient un handicap. Pourtant, c'est précisément cette lenteur qui constitue la force du contrôle parlementaire. Elle empêche les décisions irréversibles prises sous le coup de l'émotion ou de l'opportunité. La confrontation actuelle met donc en opposition deux logiques du pouvoir. L'une privilégie l'efficacité immédiate et la personnalisation de l'autorité. L'autre défend la stabilité, la prévisibilité et la limitation volontaire de l'action. Aucune de ces logiques n'est neutre. Mais l'histoire montre que les systèmes qui sacrifient durablement la seconde au profit de la première finissent par payer un prix élevé, souvent lorsque les marges de manœuvre ont déjà disparu. Ce dilemme est d'autant plus aigu que la pression électorale accentue la tentation du court terme. Dans un climat de polarisation intense, chaque geste est scruté, chaque hésitation interprétée comme une faiblesse. Pour un président, reconnaître une limite revient à admettre une contrainte. Pour un parlementaire, s'opposer à son propre camp revient à risquer sa carrière. Ces coups immédiats pèsent lourdement sur les choix individuels, même lorsque les enjeux collectifs sont évidents. C'est ici que la notion de responsabilité historique entre en jeu. Certains élus commencent à raisonner au-delà de leur mandat, conscients que leurs décisions actuelles seront jugées non seulement par leurs électeurs, mais par l'histoire institutionnelle du pays. Ils savent que les périodes de crise sont celles où les normes sont soit renforcées, soit durablement affaiblies. Il n'existe pas de statu quo possible dans ces moments charnières. Sur le plan international, cette temporalité contrastée est également perceptible. Les partenaires des États-Unis réfléchissent en termes de décennies, parfois de générations. Ils observent les signaux envoyés par Washington pour évaluer la fiabilité de ses engagements futurs. Une démocratie capable de se corriger inspire une confiance différente d'un système qui semble prisonnier de l'urgence et de la personnalisation du pouvoir. Chaque épisode de cette crise contribue à façonner cette perception. Cette dimension temporelle explique pourquoi certains alliés réagissent avec prudence plutôt qu'avec rupture. Ils attendent de voir si les mécanismes de correction fonctionneront, si le Congrès parviendra à réaffirmer son rôle, si les institutions retrouveront un équilibre. Cette attente n'est pas indéfinie. Elle s'accompagne d'ajustements progressifs, de plans de contingence, d'une préparation à des scénarios moins favorables. À l'intérieur des États-Unis, le temps joue également contre la confiance civique. Plus l'impression d'imprévisibilité perdure, plus les citoyens intègrent l'idée que les règles peuvent changer à tout moment. Cette normalisation de l'incertitude affaiblit le lien entre les gouvernés et les institutions. Or, une démocratie ne repose pas uniquement sur des lois, mais sur l'adhésion collective à leur stabilité et à leur légitimité. C'est pourquoi la séquence actuelle ne peut être réduite à une crise politique parmi d'autres. Elle constitue un test de durée. La question n'est pas seulement de savoir qui cédera le premier, mais si le système est capable de maintenir ses principes face à une pression prolongée. La résilience institutionnelle ne se mesure pas dans l'instant, mais dans la capacité à tenir lorsque l'attention médiatique retombe et que les coups deviennent plus personnels. À ce stade, l'enjeu dépasse les individus. Il concerne la capacité d'un régime à préserver ses mécanismes d'autolimitation dans un environnement de plus en plus hostile à la lenteur, à la complexité et au compromis. Si ces mécanismes cèdent, ce ne sera pas par un coup spectaculaire, mais par usure, par lassitude, par renoncement progressif. Et c'est précisément ce scénario que certains acteurs tentent aujourd'hui d'éviter, souvent dans l'ombre, parfois au prix de leur propre sécurité politique. Dans cette phase avancée de la crise, une autre fracture devient de plus en plus visible, celle qui traverse la société elle-même. Au-delà des institutions et des acteurs politiques, c'est le rapport des citoyens au pouvoir qui se transforme. La répétition des épisodes d'exception, des conflits ouverts entre branches de l'État et des discours antagonistes produit un effet d'accoutumance. Ce qui aurait autrefois provoqué une onde de choc est désormais perçu comme une étape supplémentaire dans une normalité dégradée. Cette banalisation du conflit institutionnel est l'un des signaux les plus préoccupants. Lorsqu'une démocratie s'habitue à vivre en tension permanente, elle cesse progressivement de distinguer l'exception de la règle. L'urgence devient un mode de gouvernement ordinaire, la confrontation un langage politique standard, et la méfiance un réflexe collectif. À long terme, ce glissement modifie profondément les attentes citoyennes, qui se replient sur des logiques de protection, d'identité ou de loyauté partisane.
Dans ce contexte, le débat public se rigidifie. Les arguments juridiques ou constitutionnels, pourtant centraux dans la crise actuelle, peinent à mobiliser une opinion saturée par l'émotion et la polarisation. Le droit apparaît abstrait face à des récits plus simples, plus immédiats, souvent portés par des figures charismatiques. Cette asymétrie narrative favorise ceux qui maîtrisent le langage de la crise permanente au détriment de ceux qui défendent des équilibres complexes. Les médias jouent ici un rôle ambivalent. D'un côté, ils exposent les dérives potentielles, documentent les conflits et donnent la parole au contre-pouvoir. De l'autre, la logique de l'attention les pousse à privilégier le spectaculaire, le conflit ouvert, la dramatisation. Cette dynamique renforce l'impression d'un système constamment au bord de la rupture, même lorsque des mécanismes de stabilisation sont à l'œuvre en arrière-plan. Pour une partie de la population, cette perception alimente une forme de fatigue démocratique. L'idée que les institutions ne parviennent plus à produire des décisions claires et durables nourrit le désengagement ou, à l'inverse, l'adhésion à des solutions radicales. Dans les deux cas, le centre de gravité du débat se déplace, laissant moins d'espace aux compromis et aux ajustements progressifs. Cette évolution inquiète particulièrement les observateurs internationaux. Une démocratie fragilisée de l'intérieur projette une image d'incertitude qui dépasse largement ses frontières. Les adversaires stratégiques exploitent ces fractures pour affaiblir la crédibilité du modèle démocratique occidental, tandis que certains alliés s'interrogent sur la capacité des États-Unis à maintenir un cap stable sur le long terme. Sur le plan géopolitique, cette crise interne agit comme un multiplicateur de vulnérabilité. Chaque hésitation institutionnelle est interprétée comme une opportunité par des acteurs cherchant à tester les limites de l'engagement américain. Les zones de tension existantes deviennent plus instables, non pas nécessairement parce que la puissance américaine décline, mais parce que sa lisibilité se brouille. Paradoxalement, c'est dans ce climat de doute que se manifestent aussi des signes de résistance démocratique. Des acteurs institutionnels, des juges, des fonctionnaires, des élus locaux continuent de faire fonctionner les rouages du système avec une constance discrète. Leur action, moins visible que les affrontements spectaculaires, constitue pourtant la colonne vertébrale de la résilience étatique. Elle rappelle que les démocraties ne tiennent pas uniquement par leurs leaders, mais par une multitude de pratiques quotidiennes. Cette résistance silencieuse n'est pas garantie de succès. Elle dépend de la capacité collective à reconnaître sa valeur et à la soutenir politiquement. Si elle est isolée, elle s'érode. Si elle est relayée, expliquée et défendue, elle peut redevenir un point d'ancrage pour une recomposition du consensus démocratique. La crise actuelle agit ainsi comme un révélateur. Elle met en lumière ce qui tient encore et ce qui menace de céder. À ce stade, la trajectoire future reste ouverte. Rien n'indique une issue prédéterminée. L'histoire institutionnelle américaine montre une capacité répétée à absorber des chocs profonds, mais aussi des moments où des choix ont laissé des traces durables. La séquence en cours s'inscrit dans cette continuité incertaine, où chaque décision, chaque renoncement, chaque résistance contribue à redéfinir les contours du pouvoir. La question centrale devient alors celle de la transmission. Quel héritage institutionnel sera laissé aux générations suivantes? Une architecture affaiblie, marquée par la méfiance et l'exception, ou un système éprouvé mais renforcé par la crise? La réponse ne dépend pas d'un seul acteur, mais de l'interaction complexe entre institutions, citoyens et contexte international. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose avec une certaine gravité. La crise actuelle n'est ni un accident isolé ni une simple parenthèse politique. Elle constitue un moment de vérité pour l'architecture démocratique américaine, et par extension, pour l'équilibre géopolitique mondial. Ce qui se joue ici dépasse largement la confrontation entre un exécutif et un congrès, ou entre des camps partisans opposés. Il s'agit d'un test systémique, portant sur la capacité d'un régime à se limiter lui-même lorsque les incitations au débordement sont les plus fortes. L'histoire montre que les démocraties ne disparaissent que rarement par rupture brutale. Elles se transforment, lentement, par une succession de précédents acceptés, de règles contournées, de silences tolérés. La crise actuelle concentre ce risque. Chaque recours exceptionnel, chaque justification fondée sur l'urgence, contribue à redéfinir ce qui est considéré comme normal. Le danger ne réside pas uniquement dans l'acte, mais dans l'habitude qu'il crée. Dans ce contexte, la responsabilité des institutions apparaît centrale. Leur rôle n'est pas de gagner un affrontement politique, mais de préserver un cadre dans lequel les alternances restent possibles et légitimes. Lorsque ce cadre est fragilisé, ce sont les fondements mêmes de la confiance collective qui vacillent. Or, sans cette confiance, ni la puissance économique, ni la supériorité militaire, ni l'influence diplomatique ne suffisent à garantir la stabilité à long terme. Sur le plan international, les conséquences de cette séquence se feront sentir bien au-delà des frontières américaines. Les alliés comme les adversaires intègrent désormais l'hypothèse d'une volatilité accrue du leadership américain. Cette perception modifie les calculs stratégiques, encourage des stratégies d'autonomisation et, dans certains cas, favorise des prises de risques accrues dans les zones de tension. La crédibilité d'une puissance repose autant sur la constance de ses institutions que sur la force de ses moyens. Pourtant, cette crise n'est pas dénuée de potentiel régénérateur. Les moments de tension extrême peuvent aussi servir de catalyseur pour une réaffirmation des principes fondamentaux.
La prise de conscience des fragilités institutionnelles peut conduire à des réformes, à un renforcement des mécanismes de contrôle, à une redéfinition plus claire des limites du pouvoir exécutif. Rien de tout cela n'est automatique. Cela exige une volonté politique, mais aussi une mobilisation civique informée et durable. La trajectoire future dépendra donc de choix collectifs souvent discrets, parfois impopulaires, mais décisifs. Défendre la lenteur procédurale face à la tentation de l'efficacité immédiate, accepter la contrainte institutionnelle comme une garantie plutôt que comme un obstacle, réhabiliter le compromis sans le confondre avec la faiblesse. Ces choix sont difficiles dans un climat de polarisation, mais ils constituent le cœur même de la résilience démocratique. En définitive, la crise actuelle agit comme un miroir tendu à la société américaine et à ceux qui l'observent. Elle révèle les tensions entre puissance et droit, entre urgence et durée, entre personnalisation et institutionnalisation du pouvoir. La manière dont ces tensions seront arbitrées déterminera non seulement l'avenir politique des États-Unis, mais aussi la solidité du modèle démocratique qu'ils prétendent incarner sur la scène mondiale. Ce moment n'est donc pas seulement un épisode à analyser, mais un tournant à comprendre. Il rappelle que la démocratie n'est jamais acquise, qu'elle repose sur des équilibres fragiles et des choix répétés. À l'issue de cette séquence, une chose demeure certaine. Ce sont moins les intentions affichées que les règles effectivement respectées qui définiront l'héritage laissé aux générations futures.